Mesdames et messieurs, bonjour. Comme d'habitude, un petit coup d'œil rapide aux prévisions météo de Tatiana Silva, qui nous annonce encore beaucoup de nuages pour cet après-midi. Des nuages et quelques pluies de l'Aquitaine vers le nord-est, en passant par le Massif central. Même chose en Méditerranée, pour une fois, et sur un petit quart nord-ouest. Quelques belles éclaircies, en revanche, des Charentes au Nord-Pas-de-Calais. Les températures baissent un peu. Pas plus de 14 degrés à Langres, 16 à Caen et Bourges, 18 à Strasbourg et La Rochelle, 22 à Tarbes et jusqu'à 23 à Marseille. Bref, à part Marseille, à la veille des vacances de la Toussaint, c'est déjà logiquement presque un temps de Toussaint. Un peu partout, on sent bien qu'on a changé de saison. C'est le moment des champignons, des petits plats chauds, des courges aussi. À Chabalières, dans le Puy-de-Dôme, ce matin, Jean-Philippe Helm et Patrick Delanne. Au marché, quelque chose a changé. En cocotte, 1 heure et quart, tout doucement, tout en douceur. Hein. Vous n'avez pas brusqué mon veau. Hein. Les papilles des clients veulent du chaud, de l'automnal, du roboratif. Aujourd'hui, c'est une journée blanquette de veau, les plats un petit peu mijotés. On n'a pas mangé ça depuis pas mal de mois, donc là, on se fait plaisir. Juste à côté, les champignons sont arrivés en petite quantité. C'est la pousse de cèpe qui recommence un petit peu, c'est depuis hier, mais c'est vraiment léger. Hein. Cèpe, girolles, pieds de mouton, il y en a pour tous les goûts. Eh ben, les moussons, j'adore. Pour moi, c'est les meilleurs. Les champignons avec la pluie, ça va pousser très vite. Hein. Comme les salades. Comme les salades. Jean-Pierre, le maraîcher, liquide les dernières tomates. Il faut faire de la place pour les légumes d'automne. Ça va être un peu les potés, un petit peu les gros légumes, hein, les raves, les navets, tout ce qui est un petit peu, les pommes de terre, la mâche. Des choux de Bruxelles. Ça marche alors, plus que ça marche. Alors, les choux de Bruxelles à la tomate. Tomate et à l'ail. Voilà. À la provençale. Et un peu de mâche. Voilà, à la provençale. À la provençale, avec un accent comme ça. Voilà. C'est pas l'accent auvergnat. Agnès a affiché les couleurs d'automne pour ses petits plats préparés et ses pâtés gourmands. Les forestiers, le potimarron, le boudin noir aux pommes. C'est des petites tueries, ça. Et tout ça, ça parle d'un peu du mauvais temps. Je fais en fonction de la météo, faut bien. Le marché se réjouit de changer enfin de menu. Et tant pis s'il faut un parapluie. Et essayer de passer à travers les gouttes. C'est une belle saison quand même. Un palmarès étonnant maintenant, il est publié tous les ans, celui des radars qui flashent le plus, curieusement. C'est d'ailleurs pas aux endroits où il y a le plus d'accidents, mais ça rapporte plein de sous. 865 millions d'euros l'an dernier, en tête du palmarès, on regarde les 3 premiers, plus de 110 000 flashs par an à Janvry sur l'autoroute A10, 112 000 à Étrembières en Haute-Savoie sur l'autoroute A40 et le record, c'est le radar sur l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence. 115 558 flashs dans l'année, ça fait 317 par jour et autant de PV dans les Alpes-Maritimes. Anouchka Fliller et Christine Guérard. Il est petit, discret, mais ce radar est le plus actif de France. En 2018, il a flashé 115 508 fois, soit une moyenne de 316 fois par jour, et ce, sur une des portions d'autoroute les plus chères de France. C'est l'État qui s'en met plein les fouilles. Il est là pour faire de l'argent, celui-là, parce qu'en général, j'ai jamais vu beaucoup d'accidents là. Hein. C'est mal fait, les radars sont là pour nous enlever de l'argent plus que signaler la protection ou quoi que ce soit. Ce radar relevait 2 fois moins d'infractions il y a un an. Il n'a pas été déplacé, les automobilistes n'ont pas accéléré, mais sur ce petit tronçon de 4 km, la limitation de vitesse a changé. Elle est passée de 110 à 90 km/h. Il y en a beaucoup qui se sont fait piéger par rapport à ça, parce qu'on est passé de 110 à 90 et du coup, c'était pas forcément très bien indiqué. 90, 110, on est bloqué sur le compteur et on est complètement perdu avec ça. Les gens roulent moins vite, il y a moins de morts sur les routes, donc finalement c'est un bien pour un mal, un mal pour un bien. Pour chaque excès de vitesse repéré par le radar, l'amende est de 45 € minimum. Donc d'un côté, les radars qui continuent à flasher, malgré les dégâts provoqués par les gilets jaunes, on s'en souvient, et de l'autre, la France qui dégringole dans le classement mondial de l'état du réseau routier. Il y a moins de 10 ans, on avait, selon les statistiques, les plus belles routes du monde. On a dégringolé à la 18e place. Nos routes continuent à s'abîmer. Entre Forbach et Sarreguemines-en-Moselle, Guillaume Gruber, Christophe Annès. Sur cette route nationale de Moselle-Est, le parcours ressemble parfois à un slalom. Entre les nids de poules, les fissures et les trous, les automobilistes ont du mal à tracer sereinement leur chemin. Il y a un trou à côté de l'autre, les pneus ils vont prendre des coups là-dedans. Il faut ralentir, hein. Ça peut être dangereux, oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a quand même qui roulent parfois vite, hein, qui ne s'occupent pas et ils roulent. Hein.
20 000 véhicules passent sur ce tronçon chaque jour, dont 2000 poids lourds. Un trafic en hausse ces dernières années. Ce sont eux qui dégradent le plus la chaussée. Nous, par rapport aux patients, c'était plus dangereux au niveau des bosses. Des fois, on roule des patients qui ont des blessures et du coup, avec les bosses, ça peut leur faire plus mal. L'été dernier, l'État a dépensé 800 000 € pour refaire 1,5 km de route ici. Il en reste autant à rénover. Il va falloir attendre 2020, voire 2021. Le budget n'est pas encore adopté. On ne va pas refaire toutes nos routes chaque année. Ça coûterait une somme d'argent qui serait bien trop importante et il y aurait une gêne à l'usager aussi qui serait trop importante. Donc les routes sont refaites intégralement à neuf, toutes les 15 à 20 ans. Il y a 7 ans, la France était championne du monde pour l'état de son réseau routier. Depuis, les enrobés ont mal vieilli. Le pays se classe 18e désormais. On contribue au radar, on contribue à tout, alors que l'état des routes se dégrade au fur et à mesure. Entretenir la chaussée coûte 20 fois moins cher que de la refaire totalement. Ces dernières années, pourtant, le budget consacré au réseau routier français a baissé de 20%. Et ceci explique cela. Dans l'actualité internationale maintenant, l'événement du jour, c'est un accord annoncé en fin de matinée sur le Brexit. On n'y croyait plus. Accord annoncé à Bruxelles et par le Premier ministre britannique. Accord sur le contenu, même sur l'histoire de la frontière irlandaise. Vous connaissez l'histoire. Ce serait toujours le 31 octobre. Mais le feuilleton continue car maintenant, même si des négociations continueraient jusqu'en 2020, c'est au Parlement britannique de voter. Les travaillistes ont déjà appelé à voter contre. Donc un accord, mais restons prudents. Toujours dans l'actualité internationale, l'offensive turque qui continue en Syrie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'en inquiète et s'inquiète surtout du risque de dispersion des djihadistes qui pourraient s'enfuir. Mais l'ONU, en tout cas, ne condamne pas pour autant la Turquie. Depuis le début de ces combats extrêmement violents, en 8 jours, 300 000 civils kurdes ont dû s'enfuir. Le chiffre a été actualisé ce matin. Un premier camp pour ces réfugiés vient d'ailleurs d'ouvrir à la frontière irakienne où se trouvent nos envoyés spéciaux Benoît Cristal et Guillaume Aguerre. Épuisés, ils sont partis la veille de Syrie et ont voyagé toute la nuit. La frontière est officiellement fermée. Tous sont donc devenus des clandestins qui fuient la guerre. On a dû traverser la montagne à pied puis à cheval. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec tous ces bombardements turcs? Les femmes ont vendu leurs bijoux pour payer les passeurs. 400 à 800 € par personne. Ce sera compliqué de rentrer au pays. Les hommes risquent d'être enrôlés de force dans l'armée de Bachar el-Assad. Alors, malheureusement, je crois qu'on est là pour longtemps. Il a fallu rouvrir un camp pour les accueillir. Les services de renseignements irakiens ont aussi dû vérifier qu'il n'y avait aucun djihadiste parmi ces 400 réfugiés. Oui, bien sûr, il y a des cellules dormantes de Daesh partout en Syrie. En plus de la guerre, il y a beaucoup d'attentats. Nous avons tourné ces images samedi dernier en Syrie. Les Kurdes enterraient leurs morts ce jour-là. Des hommes tués au combat face aux Turcs, mais aussi des victimes d'attentats. Il s'ajoute aux 11 000 morts tués lors de la guerre pour mettre fin au règne de Daesh. Tout le monde joue avec nos vies. On est une monnaie d'échange politique. Est-ce que c'est humain, ça? La guerre est loin d'être finie. Les familles kurdes, elles, sont exsangues. Plus de 150 000 déplacés syriens ainsi que des familles de djihadistes risquent de se retrouver bientôt sans aucun moyen de subsistance. Ils auraient alors toutes les raisons du monde de passer la frontière pour se réfugier ici en Irak. L'Irak où notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est aujourd'hui. Il est à Bagdad pour discuter du possible transfert en Irak de djihadistes étrangers, notamment français, actuellement détenus en Syrie. Une 60aine d'entre eux pourraient être rapatriés en Irak pour y être jugés. Et puis on reste une seconde encore à l'étranger avec une 3e nuit de violence en Catalogne. Encore des affrontements entre des militants indépendantistes et des policiers, notamment à Barcelone. Une 20aine de personnes ont été interpellées avant une grève générale prévue demain. En France, on est jeudi, ça ne vous a pas échappé. Eh bien, ça fait tout juste 3 semaines aujourd'hui que l'usine Lubrizol de Rouen était ravagée par les flammes. Depuis lundi, vous savez que les producteurs de lait peuvent enfin recommencer à vendre leur production, mais pas les autres paysans. Toujours pas de résultat d'analyse 3 semaines après. 2000 agriculteurs, notamment des maraîchers, sont encore obligés de jeter le fruit de leur travail. Ils ne comprennent pas pourquoi ces analyses n'arrivent pas et ils sont très en colère, on les comprend. À Douai dans le Nord, Marion Fiat, Gauthier Delobette. Toutes ces pommes seront bientôt cueillies.
Mais depuis 3 semaines, Élie ne peut ni les vendre, ni les transformer. Et si cette interdiction dure encore, les pertes pourraient être très élevées. On a peut-être un petit peu plus d'1 tonne de pommes en attente. Si ça vient être bloqué définitivement, voire à destruction, ce serait plusieurs milliers d'euros. Oui. Toujours aucune nouvelle des fameux formulaires d'indemnisation. En revanche, la préfecture vient de lever les interdictions qui concernent le lait. Et alors que l'exploitation voisine peut à nouveau vendre ses produits, Élie, lui, est toujours dans l'attente. Dans un sens, c'est absurde. Ouais. Ça fait long quand même. Ouais. Pour une urgence sanitaire, ça commence à faire long. Ouais. Il n'a fallu qu'un signalement de riverains pour que la préfecture suspende les ventes des exploitations de Douai. Dans les communes alentours, aucune interdiction, mais des maraîchers ont été vigilants et n'ont retrouvé aucune trace de suie, comme Christian. Il travaille à l'ancienne, sans produits phytosanitaires. Maintenant, pour lui comme pour les autres, il est temps que tout cela cesse. Il faudrait que les gens soient rassurés et qu'ils reviennent directement nous voir et qu'ils aient moins peur. Plus d'une centaine de communes des Hauts-de-France a été touchée par le nuage toxique de Lubrizol. Tout attendent des réponses claires et des indemnisations rapides. 3 semaines d'attente, c'est extrêmement long. Tout à fait autre chose, des chiffres de l'INSEE, la pauvreté s'est aggravée en France l'an dernier. 9 300 000 Français sont maintenant considérés comme pauvres par l'INSEE, c'est-à-dire gagnant moins de 1 065 € net par mois, c'est 14,7% de la population. Et voilà qui nous amène le niveau de vie directement au deuxième volet d'une série d'enquêtes entamées il y a 15 jours dans ce journal. La crise des Gilets jaunes, c'était il y a 1 an. Et au début, sur les ronds-points, vous vous souvenez qu'on dénonçait surtout la fracture territoriale, l'oubli des zones rurales. 1 an après, est-ce que les choses ont changé? Eh bien, après les Ardennes, où Dominique Lagrousse-en-Père était, il y a une quinzaine de jours, elle est partie aujourd'hui dans la Creuse. Et bien là-bas aussi, 1 an après, on a encore le sentiment d'être des oubliés. Enquête donc de Dominique Lagrousse-en-Père avec Julien Clouzot. Ça fait 1 an qu'il est sur son tableau de bord, bien en évidence. Et vous n'avez jamais enlevé votre gilet jaune? Non. Depuis 1 an? Depuis 1 an, non, jamais. Et qu'est-ce qui a changé depuis 1 an? Pas grand-chose. La campagne est abandonnée, tout simplement. Sandra est aide à domicile dans la Creuse. Elle en sillonne des villages. 80 km par jour pour prendre soin des personnes isolées et fragiles. Pas un seul commerce sur des kilomètres et un pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser. Le sentiment d'une France à 2 vitesses. Ce qui est incompréhensible, c'est que, comment dire, les gens ne voient pas de différence parce que les politiciens gardent toujours leurs avantages et c'est ça qui agace. C'est ça. Les gens ne comprennent pas. On nous demande toujours plus d'efforts alors qu'eux gardent leurs avantages, gardent leurs privilèges et ça passe pas. La campagne oubliée au profit des villes. C'est aussi ce que pense Yvette. À 92 ans, bonjour. Elle attend avec impatience chaque jour la visite de Sandra. Oui. Ça va? Oui, vous? Pendant 40 ans, la maison d'Yvette a été l'hôtel-bar-restaurant du village de la Courtine. 80 couverts servis chaque midi. Yvette, c'était la patronne, avec François, son mari. Là, c'était ma salle de café. Le comptoir, il tenait tout le côté, là. Vous savez, avant, tout le temps de mon activité, moi, on n'avait pas besoin de se déplacer, on avait tout ici. Il y avait 4 bouchers, 4 boulangers, 5 ou 6 épiceries. Mais là, c'est tombé bien bas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien maintenant. À 50 km de là, Pascal l'épicier se bat depuis 11 ans pour que sa boutique reste ouverte. Chaque jour, il assure des tournées dans une vingtaine de villages. Mais il y a 1 an, avec la hausse du prix du carburant, il a été obligé d'augmenter ses tarifs. Depuis, il doit en assumer les conséquences. Mes petits vieux, tu es obligé de regarder droit dans les yeux et peut leur dire voilà, le pain, je l'ai augmenté de 5 centimes. Ouais. C'est dur, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de sous, qui ont 400, 500 € de revenus, il faut leur dire vous paierez 5 centimes plus cher. Ouais. Ma colère, elle est là, moi je la vois tous les jours. Ouais, je la vois, elle dort. Elle dort, ouais. Je pense que les gens attendent les élections. Ouais. Je pense. Entre colère et désespoir. Dans le département de la Creuse, terre d'élevage, les agriculteurs comme Emmanuel et Valérie y avaient cru, pourtant. Il y a 1 an, on nous promettait la lune, que les prix allaient s'envoler, qu'on allait être mieux rémunérés.
Mais aujourd'hui, on voit que ça n'a pas bougé. Et les grandes surfaces sont toujours là, et elles rigolent, je pense qu'elles rigolent, et puis nous, on est dans la tristesse. Et on vous écoute en haut, là-bas? Je sais pas. Non, moi, j'ai pas l'impression. Non, non. On les voit pas, non. Après, ils viennent pas en campagne nous voir. Hein. Non, non, on est vraiment les oubliés. Des oubliés qui n'ont pas d'autre choix que de se battre pour faire vivre leur village. Guy Desloges est le maire de Chavannes. Et depuis presque 20 ans, il tient une comptabilité rigoureuse. Un budget de 140 000 € pour 150 habitants. Donc il faut dire qu'il faut serrer les listes quelque part. Là, on ne fait pas de folie. Hein. Alors l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation l'inquiète. Elle représente 30% de son budget actuel. Malgré les promesses du gouvernement, il ne sait toujours pas s'il obtiendra une compensation. Pour le moment, j'ai rien. Moi, ce que je veux, c'est un courrier, que ça soit écrit noir sur blanc. Vous vous rendez compte des petites communes comme nous, et puis les énarques qui travaillent sur ces projets-là, c'est plus de... Comment dire, c'est des années-lumière, pratiquement, d'écart. Nous, on présente un budget équilibré. Ce n'est pas le cas de l'État. Donc il faut bien qu'on nous donne des chiffres. Et la désillusion est la même pour la jeune génération. Victoire est en terminale, Clément, son frère, en 4e. 30 km aller-retour chaque jour entre l'école et la maison. Et ce constat amer. C'est soit tu vas dans une autre région où ça va te coûter plus cher, où tu devras être interne, où tu verras même plus tes parents. Et voilà. Ou soit tu sais pas quoi faire et tu fais pas le métier que tu veux et donc du coup ça te gâche un peu la vie. C'est quand même une chance de vivre à la campagne, mais les autres qui habitent dans des grandes villes, on a l'impression qu'ils ont un petit peu plus, qu'ils sont avantagés pour les grandes écoles et nous un peu moins. Ils peuvent mettre des milliards, on est toujours au même point, puisque je pense qu'ils mettent pas les milliards où il faut. On est un peu les exclus de la France. Après son bac, Victoire envisage des études en biologie. À 13 ans, Clément, lui, est encore indécis. L'oubli, la colère qui dort, dans la Creuse aussi. On continuera cette série d'enquêtes avec Dominique sur votre ressenti un an après les Gilets jaunes dans une autre région dans quelques jours. Comme tous les jeudis maintenant, place à notre rubrique L'actu et vous. Il se passe plein de choses, mais que retenez-vous, que pensez-vous de l'actualité elle-même? Aujourd'hui, on a choisi d'aller au bord du lac du Bourget, je crois, du côté d'Aix-les-Bains en Savoie. Gaël Charnet, qu'est-ce qui intéresse les gens ce matin? Bonjour Jean-Pierre. Regardez d'abord cette carte postale qu'on vous envoie à la veille des vacances de la Toussaint. Avouez quand même que ça fait rêver, ce lac du Bourget, si cher au poète Lamartine, si cher aux habitants d'Aix-les-Bains. Des habitants qu'on a sentis ce matin très concernés par l'actualité internationale. Il y a cette offensive turque en Syrie qui continue avec les propos de Donald Trump également. Et puis il y a aussi les grandes questions de société, le climat, la réforme des retraites, plein d'autres choses. Je ne vous dis pas tout, je vous laisse découvrir ce reportage que nous avons tourné ce matin dans les rues du centre-ville et sur les bords du lac avec Frédéric Marchand. Il l'avoue, ils l'ont suivi tout le week-end comme un film à suspense. L'arrestation du présumé Dupont de Ligonnès, puis la méprise. Non seulement on écoutait la radio, mais on ne pouvait pas faire autrement. C'était pas lui. Ben oui, tout le monde a sauté sur l'affaire, en fin de compte, voilà. Ça fait marcher un petit peu l'info, comme de la fausse info, quoi. Voilà. Le pauvre monsieur. L'offensive turque en Syrie et ses conséquences, voilà aussi ce qui interpelle ce matin. Ce qui se passe par rapport aux décisions de Trump qui peuvent entraîner tout le monde dans un conflit. Donc c'est un petit peu effrayant. Les Kurdes qui ont été des alliés pendant très longtemps de la France et finalement des Américains et de l'OTAN, et qu'aujourd'hui finalement la France a lâché un de ses alliés. Et puis il y a bien sûr la réforme des retraites et le gouvernement qui pourrait bien la retarder. Pourquoi on recule, pourquoi on n'arrive pas à faire un projet jusqu'au bout. Des images fortes aussi, comme ce face-à-face entre CRS et pompiers lors de la manifestation nationale. Les pompiers, on a besoin d'eux, les CRS, enfin ça doit être aussi compliqué pour eux. Voilà, pour moi, ça m'a un peu perturbée. Enfin, le climat continue d'interroger, avec ses températures toujours printanières, alors que l'automne et ses couleurs semblent déjà là. Gaël évoquait la réforme des retraites dans ce reportage. Ce sera l'un des thèmes de l'émission de David Pujadas cet après-midi à 18h sur LCI, Canal 26. Gaël, un temps mi-figue, mi-raisin. Ça s'est couvert quand même depuis tout à l'heure, Gaël.
Alors le soleil arrive, hein, je vous le promets, cet après-midi. On attend 20 degrés cet après-midi et dans les jours qui viennent. Ça c'est très bien pour les vacanciers, on les attend en nombre ici. Il y a évidemment les curistes, vous savez que nous sommes dans une station thermale. Mais enfin Jean-Pierre, 20 degrés à la Toussaint, ben ça va pas faire venir ce qu'on adore, vous et moi. Hein, les premiers flocons sur les sommets de montagne, on est en Savoie quand même. Ben ça c'est pas encore au programme. Non, mais préparez quand même votre joli bonnet, comme chaque année. Dans quelques semaines, on y sera, Gaël. Merci. Puisqu'on est en région, un bon anniversaire à 2 de nos confrères, quasiment en même temps, cette semaine en tout cas. Ouest France et le Courrier Picard fêtent leurs 75 ans, comme beaucoup de journaux en ce moment. 75 ans après la Libération. Bon anniversaire. Et maintenant, on va partir dans le Gers. La période de Noël approche et le premier marché au gras, celui de Samatan, où on va tous les ans et on y sera, aura lieu lundi. Des producteurs de foie gras heureux d'ailleurs, car depuis quelques jours, ils sont protégés par un label Origine France, un nouveau logo pour le vrai foie gras français. Perrine Mislange, Jean-Marc Lucas. Les canards de Benjamin vivent en plein air, dans la campagne gersoise. Pas de doute, ceux-là sont français. Avec ce nouveau logo, les palmipèdes devront être nés, élevés et transformés en France. Tout sera français, de l'œuf jusqu'à l'assiette. Jusqu'alors, le foie gras pouvait avoir une indication géographique protégée qui garantissait son mode d'élevage. Mais le foie des canards élevés ici pouvait être transformé ailleurs, en Europe, tout en revendiquant le petit drapeau bleu-blanc-rouge. Désormais, c'est la filière complète qui est mise en avant. C'est aussi, je crois, qu'une fierté de dire que c'est un produit qui est d'ici et ça permet indirectement aussi de valoriser tous les gens qui travaillent notre excellent produit. Avec la grippe aviaire, l'exportation du foie gras est en chute libre. Ce logo pourrait permettre de reconquérir les pays asiatiques au nom de la gastronomie française. Du foie gras, le chef Vincent Casassus en cuisine quotidiennement. Aujourd'hui, donc, il pleut, on est au mois d'octobre, donc on a fait foie gras avec des cèpes. Avec le label, 10 000 chefs s'engagent pour identifier clairement l'origine française du foie gras. Ils répondent ainsi à la demande de leurs clients. Ce qu'on sert dans l'assiette, il faut qu'on sache, il faut qu'on puisse dire d'où ça vient. Comme je vous dis, sur un produit comme le foie gras, c'est particulièrement vrai parce qu'il y a des différences de qualité énormes. Dans le Gers, des petits producteurs ont eux choisi de ne pas s'associer à cette démarche, préférant privilégier exclusivement les circuits courts. Simplement gersois ou français, le foie gras devrait à coup sûr dans quelques semaines avoir une belle place sur les tables de fête. Et on sera lundi, bien sûr, au marché de Samatan. On part dans le Rhône pour l'instant, afin de rencontrer, vous allez le voir, un Français pas vraiment comme les autres, téléspectateur assidu du 13h. Il s'appelle Marcel et depuis quelques jours, il est, pense-t-on, devenu notre doyen. Marcel a entamé sa 111e année au mois de juillet, il vit toujours chez lui, à Saint-Romain, en Galles, où sont allés Christophe Buzine et Quincy Russell. Je me mets là, j'ai ma serviette, et ça y est, et je mange tranquille. C'est sans doute sa plus grande force, son indépendance. À 110 ans, Marcel Meis vit encore seul. Bien sûr, il bénéficie de quelques aides, mais pas question pour lui de quitter sa maison. Je fais ce que je veux, quand je veux. Si je ne veux pas manger, je ne mange pas. Voilà. Je veux me coucher quand je veux. Marcel est né en juillet 1909. Il a connu tous les grands événements de l'histoire de France du XXe siècle. Son premier souvenir remonte à ses 5 ans. Sa mère vient de comprendre que l'Europe va s'embraser. Elle sort de la maison, elle, avec une dépêche à la main, qui va vers mon père et lui dit « c'est la déclaration de guerre ». Je vais te montrer des photos. Nicole, la fille de Marcel, lui rend visite quotidiennement. Ensemble, ils aiment évoquer le passé, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, le garage automobile dans lequel travaillait toute la famille, et puis le décès de Marthe, la femme de Marcel, il y a 20 ans. Je pensais vivre peut-être encore 1 an ou 2, parce que j'avais bien saigné, et vous savez, j'en ai souffert beaucoup. Pour garder toute sa tête, Marcel joue chaque jour au Scrabble. Mais quel est donc son secret de longévité ? Tout le monde me le demande. J'en connais aucun. Voilà. Je vis normalement, je ne fais plus la blague. Marcel est aujourd'hui le doyen des Français, ce qui fait la fierté de toute la ville de Saint-Romain-en-Galles. Et il est en pleine forme, on le salue s'il nous regarde. On en arrive à la dernière partie de ce journal, l'automne du 13h, bien évidemment. Et avant de retrouver nos 2 séries de la semaine, un événement depuis quelques jours dans le sud-ouest. Vous savez que c'est le début de la saison
de la chasse à la palombe, une tradition, souvent le plaisir de se retrouver entre copains en pleine nature. Du côté de Pellegru en Gironde, Guillaume Ployer et Christophe Brousseau. C'est la dernière. Un chasseur de palombes ne dort jamais vraiment une fois la saison lancée. Allez les petits, au travail. Il fait encore nuit, mais Dan est déjà sur le pont. Voilà. Tout doit être prêt pour les premiers vols au lever du jour. Allez mon petit touffe. Grâce à d'ingénieux mécanismes faits maison, il monte les appelants dont la mission est d'attirer les autres oiseaux. Le rôle de cet appelant ici, c'est un rôle, il imite la palombe qui est en train de glaner. Donc il fait des battements d'ailes comme ça, en déséquilibre, en espérant qu'il voit des belles bleues aujourd'hui. Les belles bleues viennent de débuter leur migration vers le sud. En attendant leur passage, Dan, son fils et 2 amis de longue date prennent quelques forces pour la journée. La condition pour avoir droit au petit déjeuner, c'est de faire une première action de chasse. S'il n'y a pas d'action de chasse, on a des règles qui nous permettent de déroger à la règle. Voilà. Comme ça, on arrive à peu près à tout le temps petit déjeuner. Le ventre est plein, les choses sérieuses peuvent commencer. Les chasseurs donnent de la voix pour charmer les palombes. Regardez celui-là là-bas. Monte voir. Oh putain, il y en a 500, regarde à droite, partout. 1, 2. C'est bon. Seules quelques unités sont prélevées chaque jour. Voilà une petite pounette. Plus important encore que de chasser, à la palombière, il s'agit d'abord de retomber en enfance. On a tous construit des cabanes dans les bois. Hein. Et là, on est des grands, mais on a encore cette envie, quoi. Dan a construit la sienne il y a 20 ans dans le bois familial. Il est fier d'avoir transmis la maladie bleue à son fils. La maladie bleue, c'est une maladie qui, une fois que vous l'avez, ne vous quitte jamais. C'est important que ça perdure parce que c'est un patrimoine. C'est un patrimoine local. Dans chaque cabane s'écrivent aussi de belles histoires d'amitié, celles que l'on partage autour d'un bon repas préparé chaque jour à tour de rôle. Je le fais avec plaisir chez moi. Et comme ici, c'est comme chez moi, je le fais également avec plaisir. C'est très important, un bon cuisinier dans une palombière. Si on ne veut pas mourir de faim. Bébé, là. Le roi de la grillade qu'on a. Comme des milliers d'autres dans le sud-ouest, les 4 chasseurs vont rester ici jusqu'à mi-novembre. Encore beaucoup de bons moments en perspective. Et après cette tradition des palombes, dernière étape maintenant de notre série consacrée depuis lundi à quelques bistrots de Provence. Ils nous ont enchantés toute la semaine, la joie de vivre, la convivialité, parfois le souvenir de l'ambiance Marcel Pagnol. Les bistrots dans la région, c'est souvent un patrimoine. Aujourd'hui, à Saint-Martin de Pallières, dans le Haut-Var, où on part avec Baptiste Guénet et Frédéric Miara. Un petit village perdu au milieu des collines varoises. Saint-Martin de Pallières, 250 habitants. Et un lieu incontournable, le bistrot. Santé les gars, santé le tout le monde. 11h30, l'heure de l'apéro. Et chaque matin, ces retraités se retrouvent en terrasse. Ici, le bar a une place bien particulière. La place centrale, parce que s'il n'y en avait pas, il y aurait boire un verre ensemble. Ne pas en boire trop, mais quelques-uns quand même. Et se retrouver bien, voilà. On discute aussi de tout et de rien, quoi. Des bêtises des fois. Bon. Celle qui leur donne le sourire, c'est Pascal, la patronne. Et quand elle ne fait pas le service, elle est aussi postière. Même le dimanche, je ne peux pas me le retirer. Voilà, parce que je suis ouverte. Voilà. Même le soir et tout, c'est vrai que les horaires, oui. c'est impeccable. C'est vrai que ça rend service à tout le monde. Plus au centre du village, ça touche beaucoup de personnes, c'est bien comme ça. Se sentir chez soi, tout en profitant d'un panorama sur la campagne provençale, avec au loin le mont Ventoux. Sur la terrasse, à l'ombre des mûriers, ou à l'intérieur. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est la décoration un peu fourre-tout. Mais chaque détail a son histoire. Ça, c'est un tableau qui a été transmis de gérant en gérant du cercle. Donc c'est vraiment une déco qui a toujours existé depuis la nuit des temps dans le bistrot. C'est quand même un lieu qui a une histoire, qui a une mémoire. Il y a des gens qui sont venus là et qui sont là depuis 60 ans. Et c'est pour ça qu'on garde tous ces souvenirs-là. Après-guerre, l'endroit était un cercle républicain, un bar associatif. Il y avait une carte d'adhérents. Et chaque année, on avait le tampon comme quoi les gens avaient cotisé et chacun cotisait pour faire vivre le cercle. Parce que là, vous avez la dernière partie de carte qui a eu lieu dans le cercle républicain. Racheté en 2010 par Pascal et Sébastien, tous les deux enfants du village, ils souhaitaient faire perdurer ce lieu dans lequel ils se sont forgés beaucoup de souvenirs. Le jour de notre mariage,
La tradition au village, c'était de payer l'apéro au cercle. Donc quand on s'est marié, on est venu avec toute l'assemblée et on a payé l'apéro au cercle. Et ça, c'est la première anecdote qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, ils travaillent en famille. En cuisine, c'est Benjamin, le fils, qui prépare chaque jour un menu différent à base de produits locaux. C'est très traditionnel, cuisine française, et on essaie de faire tous les plats d'ici, des vieux plats qu'on a oubliés, qu'on n'a plus l'habitude de manger en réalité. Une caillette de pays des tripettes, donc de bargeole, ou cassolette de légumes au chèvre chaud et jambon cru. Des plats familiaux, généreux. Certains ont fait plusieurs kilomètres pour goûter au menu du moment. Quand je passe dans la région, c'est ici que je viens manger. Parce que c'est très bon. L'accueil est très sympa. Le cadre est magnifique. C'est toujours des produits frais, donc il n'y a pas de surprise. Et en plus, bon, c'est l'endroit qui me plaît. Et dès la fin d'après-midi, changement d'ambiance, les joueurs de cartes prennent possession des lieux. Là, c'est mon mari. Et ça est toujours tous les jours? Lui, je ne peux pas le voir. Il ne peut pas la voir, la ligne. Et la plus belle, elle est là. Comme au bon vieux temps, belote et rebelote. C'est à couteau tiré, il n'y a pas d'amis là. On retrouve l'ambiance d'antan, comme on a connu nous, parce qu'on est plus de la première jeunesse. Alors là, on retrouve comme c'était avant. Une partie de cartes entre amis ou en famille pour retrouver la convivialité. C'est peut-être ça, l'esprit bistrot. Voilà, un coup de chapeau à tous les journalistes du bureau de TF1 à Marseille qui nous ont montré cette belle série sur les bistrots de Provence avec leur ambiance si chaleureuse. Et mon petit doigt me dit que dans le Nord, on va pas tarder à y aller. Avec le bureau de Lille, là-bas, les estaminets, c'est quelque chose aussi. Dernière étape également aujourd'hui de l'autre série de la semaine. On la consacre depuis lundi à quelques artisans d'art, après les artisanales de Chartres, des artisans du Limousin toute la semaine. On ne pouvait pas oublier les porcelainiers, bien sûr. Ils ont depuis toujours fait la réputation de Limoges. Carlo Paredes, Emmanuel Sarr. Dans les rues de Limoges, elle est omniprésente. Sur les façades de certaines maisons, sur les fontaines, et depuis peu sous forme de mobilier urbain. Depuis 250 ans, Limoges et la porcelaine vivent une histoire d'amour grâce à la découverte de gisements de kaolin, une argile blanche qui, transformée en précieux liquide, permet d'obtenir les plus belles pièces. Ce moule en plâtre-là va vous donner cette pièce-là au final. C'est ce qui va ressortir de mon moule quand la pièce sera prête à démouler. Une pièce que l'on pourrait croire déjà terminée, mais qui doit encore suivre de nombreuses étapes pour devenir porcelaine. Dans cette petite manufacture de quelques ouvriers, le démoulage est un moment crucial, car même sorti d'un moule, c'est toujours la matière qui commande. C'est comme ça. C'est la beauté aussi de la pièce parce que on sait qu'on ne trouvera jamais au millimètre près une pièce identique. Voilà. Il y aura toujours un petit écart de quelque chose. De minuscules différences, tout en recherchant la perfection, surplus de matière à enlever ou impureté à gommer avec une éponge. À ce stade, les yeux travaillent autant que les mains. C'est très minutieux, hein. Voilà. Il faut vraiment en enlever le plus possible. Sinon, si vous voulez, quand ça va cuire, ça va se voir. Donc c'est important de l'enlever, tous ces petits défauts qui restent là, vous voyez. Des formes originales, dont chaque modèle est conservé pour répondre à n'importe quelle demande, des centaines de références et un immense travail de création. Chaque moule que vous voyez, il y a entre 3 jours et 1 semaine de boulot par moule. Et à chaque nouvelle collection, ces nouvelles idées. C'est les cirques de la montagne corse. La gravure pour bien faire ressortir les formes et un dessin comme une marque de fabrique. Nous, ce qu'on sait faire, c'est travailler le blanc, la forme et la texture. Et du coup, la beauté du blanc est plus importante. On met plus en avant la porcelaine sur du blanc que sur de la couleur. Une porcelaine blanche à l'aspect mat ou alors plus brillant grâce à un bain d'émail et un geste caractéristique. Je fais bien attention à avoir la main qui tient la pièce dans l'eau le plus trempée dans l'émail possible, ça fait une ventouse. Et là, sur le dessus, j'essaye de faire tomber la goutte qu'il y a et j'attends que la pièce soit bien sèche pour l'attraper par la partie sèche et pour continuer de la secouer pour enlever la petite gougoute qui descend, vous voyez ? Pour obtenir leur style définitif, les pièces doivent encore subir l'épreuve du feu. Une seconde cuisson à une température très précise. 1375 exactement. Voilà. Il faut vraiment qu'elle atteigne cette température-là. Après 12 heures de cuisson, voici le résultat. Comme cela arrive, certaines pièces n'ont pas résisté, mais la plupart sont intactes. Quand il sort bien, on est heureux comme tout, parce qu'on sait que tout le travail qu'on a pu faire, ce que chacun a fait depuis 7 jours, eh ben, c'est une réussite.
Une porcelaine blanche et raffinée 100% Limoges pour perpétuer une tradition, celle des plus beaux écrins pour les amoureux de la table. Voilà, beau reportage avec quelques secrets de cette fameuse porcelaine de Limoges. Avant de vous quitter, je dois vous dire la tristesse de toutes nos équipes de l'information de TF1. On a en effet appris hier la mort de l'un d'entre nous, Éric Lelouch, qui était l'un de nos chefs monteurs auxquels nous étions tous très attachés. Éric avait 59 ans, on travaillait ensemble depuis plus de 30 ans. On pense bien sûr aujourd'hui à sa famille, à ses proches et à TF1. En tout cas, son talent et sa bonne humeur permanente vont énormément nous manquer. Un petit coup d'œil à la bourse aussi avant de vous quitter. Elle ne bouge pas beaucoup malgré l'annonce d'un accord sur le Brexit, mais à confirmer ce soir. Plus 0,07% à 5700 points tout rond. Dans un instant, Tatiana Silva. À 20h, Gilles Boulot. Et nous, on va se quitter avec encore quelques images des forêts de Gironde où on était tout à l'heure. À demain, bon après-midi. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.